Hello, salut les artistes. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo concernant la réalisation de potirons et de citrouilles. On va voir ensemble comment dessiner ces sujets des plus agréables à dessiner et à peindre en cette saison, donc qui est tout particulièrement adéquate pour faire ce style de composition. Ensuite, lorsque le dessin sera réalisé, nous verrons ensemble comment peindre à l'aquarelle ces modèles de manière à les rendre les plus corrects possible au niveau du modelé et des volumes. Je vous montrerai également qu'à partir de un nuancier, un échantillonnage de base, qui est celui que vous avez ici, on peut arriver à avoir tous ces jolis résultats. Pour le côté pailleté, je vous dis tout de suite qu'il faudra regarder une autre vidéo qui est en cours de montage, mais que vous verrez dès que ce sera terminé, je vous rassure. Et je vous laisse donc avec la suite pour le dessin. Je vais vous expliquer étape par étape comment ça fonctionne. Il y aura des petites images, des petites incrustations d'images qui vont vous permettre d'avoir les bonnes explications. Alors, en avant, à vos crayons, à votre papier et à vos aquarelles. En avant. Nous voici donc face à une feuille format A5. Donc en l'occurrence ici, puisqu'on va travailler avec l'aquarelle, il s'agit de feuilles prévues pour l'aquarelle, extraites donc du bloc Aquapad avec un grammage comme précisé, hop là, de 300 grammes. C'est ce qui va vraiment vous permettre d'avoir quelque chose d'assez costaud au niveau des feuilles pour éviter que votre feuille ne gondole trop ou qu'elle ne supporte pas de manière assez importante toute l'eau que vous pourriez disposer sur votre feuille. Maintenant, allons-y pour la première phase qui va consister en la réalisation d'un premier croquis. Je vais vous mettre en petite miniature ici les slides que j'utilise en classe avec mes élèves pour leur expliquer et pour vous expliquer de ce fait dans cette vidéo comment réaliser étape par étape le dessin d'un potiron ou citrouille en fonction de ce que vous voulez dessiner bien entendu. Ces principes de base que je vais vous expliquer sont également transposables dans la reproduction des coloquintes. Mais en avant, assez de blabla, en avant pour le dessin. Alors, la première étape va consister en la réalisation d'un rond. Alors, ça ne doit pas être forcément un rond parfait, puisque les potirons et les citrouilles ont bien entendu des aspérités et des volumes. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai évalué le centre de ma feuille en faisant une croix en diagonale pour avoir une idée d'où se situait le centre afin de centrer ma composition et de centrer mon cercle. Alors, évitez de dessiner, de tracer avec un compas parce que vous aurez un cercle parfait et qui plus est, vous aurez la pointe sèche qui sera marquée. Ensuite, on va réaliser la tige en effectuant un petit sourire, comme vous l'avez vu, sur le dessus du potiron. Ensuite, on va faire 2 contre-parenthèses et puis après, on va fermer la tige avec un rond en perspective qui est donc une ellipse. Gommez soigneusement le trait du rond du potiron qui se trouve à l'arrière de la tige et ensuite on va venir tracer, donc ça c'est l'étape numéro 3, les quartiers. C'est l'étape que j'appelle l'étape du ballon de plage. On a tous connu ces ballons de plage gonflables avec différentes parties colorées. Et bien ici c'est ce qu'on va réaliser sur le potiron pour pouvoir venir placer les différentes tranches. Alors, vous allez aussi remarquer que ça va vous donner des espèces de grandes parenthèses. Ce qui est important, c'est de partir du haut et aller vers le bas pour ainsi avoir des belles lignes bien courbes. Si vous ne courbez pas vos lignes dans le sens adéquat, vous n'aurez jamais le bon effet. La dernière petite chose à faire, c'est de venir donner les petits ponts, ce que j'appelle les petits ponts, les petits reliefs, pour vraiment figurer le modelé, les volumes des potirons. Donc vraiment ce côté rondouillet que l'on peut retrouver dans les potirons et qui va vraiment venir donner le petit détail. On va percevoir les différentes tranches du potiron. Moi j'appelle ça les tranches. Je ne sais pas s'il y a un nom en particulier, mais voilà, vous voyez que ce sont vraiment des petits ponts. Ça ne sert à rien de descendre trop bas parce que sinon après vous allez avoir des trucs, des choses qui vont pendre et ça va vous donner un truc de gelée, de chewing-gum, mais vraiment pas le bon effet. Donc l'astuce, c'est de trouver la bonne proportion pour pouvoir placer les volumes adéquatement. Après, vous passez un petit coup de gomme pour ôter les traits dont vous n'avez plus besoin. En l'occurrence, ce sont les traits de construction du cercle que vous avez dessiné
au départ. Et ainsi, vous vous retrouvez avec votre potiron qui, pour l'ensemble, est bien dessiné. Je vous conseille pour ces étapes ici d'utiliser une gomme crayon, comme vous pouvez voir à l'écran. C'est beaucoup plus simple, en tout cas pour venir gommer avec précision. Le dernier petit détail pour poser notre potiron dans l'espace, c'est de venir tracer une ligne d'horizon à l'arrière-plan et ensuite une petite ombre portée. On va considérer que la lumière vient du haut en haut à gauche et on va tracer ainsi l'ombre portée. Et voilà! À présent, pour diminuer l'intensité de mon trait de crayon, puisqu'on travaille avec l'aquarelle et que l'aquarelle est donc un médium qui se travaille de par transparence, je vais prendre donc ici une gomme mie-de-pain. Je la remets à l'axe pour l'attendrir un petit peu parce que ça fait un petit temps que je n'ai plus utilisé. Voilà. Et je vais donc la mettre un petit peu en semi-boudin. Et je vais passer comme ceci tout doucement en faisant comme si je modelais un boudin, vous voyez, de manière à venir estomper tous les traits de crayon. Donc le trait de crayon est toujours présent, mais on diminue son intensité, on l'estompe, puisqu'on vient retirer de la matière. On peut aussi tamponner, comme ceci. Moi, je préfère faire rouler parce que je trouve que c'est plus rapide, plus efficace. Et voilà. Donc, vous voyez, vous continuez à percevoir le trait de crayon, mais bien évidemment, il est beaucoup plus léger, beaucoup plus clair. Donc, même à la caméra, ça devient un peu compliqué de filmer ceci avec précision. Alors, maintenant, avant de poser les couleurs, je vais réaliser un test de couleurs. C'est-à-dire que je vais me constituer un petit nuancier afin de savoir exactement quelle couleur, quelle teinte je vais poser sur le potiron. Donc pour ça, j'ai préparé une autre feuille que je vais découper en deux afin de ne pas utiliser toute la superficie de mon papier. Voilà. Je vais tout simplement indiquer qu'il s'agit d'un échantillon. Et je vais mettre potiron et citrouille. Voici, alors ici vous avez une petite carte, un petit échantillon concernant les couleurs aquarelles, donc les pigments purs concernant les teintes ici, puisque ces différentes couleurs, de par leur superposition sur le potiron, vont être mélangées les unes aux autres. Même à la limite sur la palette, je peux en mélanger avant de les poser sur mon papier. Ici, c'est simplement pour vous montrer qu'avec une gamme, avec une majorité de teintes de jaune-orange, on va pouvoir obtenir différents résultats en les mélangeant et en les superposant. Donc, on fera la comparaison avec le potiron et la citrouille mis en peinture une fois que ce sera sec, avec en vis-à-vis l'échantillon pour que vous puissiez voir la différence de résultats une fois que ces couleurs aquarelles sont mélangées les unes avec les autres. Alors, petite indication tout de même, j'ai ici c'est 1, 2, 3 et 4 couleurs ici qui sont extraits des aquarelles My Memory Blue
qui sont des aquarelles monopigmentaires. Donc on a un seul pigment dans le mélange de pigments et de liants pour créer les aquarelles. Et ensuite vous avez un carmin qui vient lui de la gamme Talens. Et ensuite, un orange de cadmium qui est extrait d'une ancienne palette que j'ai de Winsor et Newton. Alors, si vous avez les références éventuellement, si vous voulez, je peux vous donner les numéros pour les My Mary Blue, parce que ça, je les ai encore. Par contre, pour le Winsor et Newton, je n'ai plus la référence, puisque c'est une date qui a plus de 20 ans. Et donc, à l'époque, je n'étais pas assez... c'était ma toute première boîte d'aquarelle offerte par mes parents. Et à l'époque, je n'étais pas assez minutieuse que pour garder les références des numéros des godets. Donc ça, désolé, je ne pourrais pas le mettre, mais pour le reste, les My Mary Blue et la Talent, je vous mettrai les références donc des aquarelles en barre de description. Allez, en avant pour la partie un petit peu plus pratique et surtout amusant, puisqu'on va enfin mettre en peinture notre petit rond. En avant. Et on y va. La première phase va consister en la préparation de ma palette ici pour que je puisse disposer au même endroit de tous mes différents coloris. Pour ce faire, je vais reprendre mes couleurs, donc telles que je les ai utilisées sur mon échantillon, dans le même ordre, comme ça vous pourrez vous y retrouver. Je me dépose du pigment dans lequel il n'y a pas encore beaucoup d'eau. Ensuite, je vais chercher mon second pigment. Je fais pareil. Je mets plus de pigment que d'eau dans un premier temps pour avoir plus de matière à travailler ensuite. Donc là, je vais faire une différence. Je vais chercher mon orange avant mon cadmium. Mon carmin, pardon. Excusez-moi. Donc maintenant, par contre, je vais chercher mon carmin dans une autre boîte. Donc pour que vous ayez une idée, voilà, j'ai une autre boîte avec plein d'autres pigments que vous avez pu entreapercevoir probablement dans d'autres vidéos. Voilà. Maintenant, je vais rechercher donc le vert de Vessire. Et ensuite mon bleu cobalt. Alors le bleu cobalt, j'ai pris le parti d'utiliser un bleu cobalt tout simplement parce que c'est celui que j'ai sur ma palette ici et que je le trouve assez joli, j'avoue, j'aime bien. Mais sachez que vous pouvez aussi utiliser un bleu outre-mer, ça fonctionnera très bien. Après, c'est toujours un peu à vous à trouver les teintes, les pigments qui vous plaisent, qui vous attirent, pour ainsi avoir des résultats qui vont vous ressembler. Il n'y a pas de recette toute faite. Il n'est pas question d'utiliser absolument un bleu outre-mer pour réaliser votre mise en couleur, votre mise en peinture, pour foncer, créer les ombres de votre potiron, ou de devoir absolument utiliser un jaune de cadmium pour réaliser la mise en peinture de votre potiron. Non. Ici, je vous propose une mise en couleur avec certaines couleurs, certains pigments, pour que vous puissiez avoir une idée, mais bien entendu, il en va toujours de sa propre perception, de sa propre sensibilité pour recréer un petit peu les couleurs, les mélanges que vous voulez. Quand vous partez d'un dessin d'après nature, donc ce qui n'est pas mon cas ici, vous allez donc observer de manière plus finement les couleurs et vous allez devoir vous trouver vos mélanges de pigments, bien qu'il y ait une base particulière pour recréer certaines couleurs. Ça, je vous en parlerai en fin de vidéo. Je vous présenterai un petit ouvrage qui peut aider pour la création des mélanges, mais maintenant on y va pour la colorisation de notre potiron. Donc dans un premier temps, je vais humidifier la surface des volumes du potiron. Donc, je vais chercher de l'eau claire, donc dans un pot d'eau où j'ai exclusivement de l'eau claire. Et je viens donc la déposer avec mon pinceau sur voilà, mon potiron. Ensuite, je vais aller chercher ma première teinte. Pour le moment, je ne la mélange pas. Je vais la mettre tout juste un petit peu comme ceci. Donc, vous voyez, c'est très léger. Ma première couche est vraiment très légère. Je ne mets pas excessivement de pigment. Voilà.
Vous remarquerez également que le sens de trait de mon pinceau, je pars du dessus et je vais vers le bas et je ne repasse pas 20 fois sur mon dessin, sur ma peinture, puisque autrement on va mettre tirer, ça va faire des traces qui seront inadéquates. J'ai attendu un tout petit peu que ça sèche un petit peu. Maintenant, le papier est encore humide, mais ça va me permettre de venir superposer progressivement mes différentes couches. Donc, je vais commencer du bas vers le haut ici, pour avoir un pigment qui est donc plus fort vers le bas, et ainsi l'étirer tout doucement vers le haut. Donc, pour cela, je vais rechercher de l'eau. J'essuie un peu mon pinceau. Donc, je pose vraiment mon aquarelle sur mon support, sans trop me préoccuper dans un premier temps du fait que l'aquarelle va un petit peu s'étaler puisque mon support est encore humide, donc c'est tout à fait normal. Non, moi je vous avoue que j'aime bien travailler les potirons et les citrouilles avec le côté vraiment très vif de l'orange. C'est ce qui me plaît beaucoup dans cette saison, c'est d'avoir des couleurs justement dans des orangés qui vont vraiment être vives. Ce qui ne veut pas dire que je dois tout de suite, comme vous le voyez, mettre quelque chose de très vif dans ma peinture. Surtout quand on travaille à l'aquarelle. Bon, vous pourriez, hein, c'est pas ça. Mais ici, c'est pas ce que je tente de vous montrer. Ici, je tente de vous montrer la superposition des couches avec l'aquarelle, afin que vous puissiez voir que c'est en superposant qu'on va obtenir tout l'intérêt d'utiliser des superpositions pour avoir des teintes qui vont vraiment se marier lorsqu'on va utiliser justement la superposition. Parce que la superposition, c'est quand même une des techniques importantes de l'aquarelle. En l'occurrence, ici, j'ai travaillé sur du mouillé. Donc, c'est ce qu'on appelle le mouillé sur mouillé. Une fois que mon support est sec, un peu plus tard, on pourra travailler mouillé, donc humide sur sec. Mais bon, ici, on est toujours dans humide sur humide, mouillé sur mouillé. Vous avez remarqué également que j'ai pas encore beaucoup mélangé mes teintes, mes couleurs. Par contre, ici, je vais le faire. Je vais mélanger un petit peu mon carmin avec mon orange de cadmium pour venir commencer à poser certains effets donc d'ombre, de foncé sur mon dessin. Je reprends de temps en temps donc les couleurs adjacentes pour refaire un mélange. Ici, je vais essayer de garder vraiment cette zone-ci comme étant la zone la plus claire, ce qui va me permettre de donner donc cet effet de volume et de modeler au potiron au fur et à mesure. Donc ici, je travaille essentiellement avec mon orange et mon rouge. Vous verrez qu'après, on va un petit peu modifier en venant superposer justement les couleurs. Voilà. Vous remarquerez aussi que je ne passe pas 36 fois avec mon pinceau en mettant et en retirant les couleurs. J'y vais une fois dans un sens. Et quand je reprends un peu de mon pigment aquarelle, à ce moment-là, je peux me permettre de venir donner un sens en plus. Mais c'est une couche supplémentaire. Ce n'est pas comme si j'avais fait des allers-retours avec la même couche de pigment. Donc ici, je suis allée chercher mon orange. Donc, vous voyez que je vais donner une teinte un petit peu plus vive. Voilà. Vous pouvez également tourner votre support quand c'est possible, afin d'avoir un geste qui puisse mieux s'adapter si vous le désirez. Donc ça, je vous montre comme ça. Voilà. 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 Maintenant, je vais attendre un petit peu que ça sèche et puis après, on passera à la suite. En tout cas, en ce qui concerne les volumes du potiron. Par contre, ce que je vais pouvoir commencer ici, c'est le placement d'une ombre portée. Et pour l'ombre portée, justement, je vais utiliser en partie du bleu que voici. Je vais venir le poser
en dessous. Donc je considère que ma lumière vient d'ici. Ce qui me permet de venir poser une ombre portée. Alors l'ombre portée, je la fais de manière à ce qu'elle soit diffuse, c'est-à-dire que je ne réalise pas une ombre portée qui va être trop précise. Je préfère avoir quelque chose de diffus. Et donc vous voyez que je viens ici superposer un peu de mon rouge. Pourquoi je mets un peu de rouge? Tout simplement pour rappeler un peu la luminosité donc, du potiron, mais aussi pour avoir un mélange de couleurs. Donc on va tirer vers quelque chose d'un petit peu grisâtre progressivement. Je vais rajouter une toute petite pointe de vert mélangée avec une toute petite pointe de rouge, vous voyez, dans ma palette. Et là, je vais obtenir quelque chose de brunâtre progressivement, voilà, que je vais pouvoir venir disposer sur mon ombre portée, en sachant que toutes les couleurs que j'ai disposées en dessous ont bien entendu leur influence. Voilà. Je viens mettre un petit peu d'eau sur les bords de mon ombre portée pour accentuer l'effet diffus dont je vous parlais tantôt. Voilà. Et maintenant, je vais vraiment laisser sécher avant de poursuivre la suite, parce qu'autrement, tout va se mélanger au point de vue des pigments. Et là, on doit attendre pour pouvoir vraiment créer quelque chose de plus intéressant au niveau du modelé, que ce soit bien sec pour venir poser une autre couche de pigments. Donc, on va patienter un petit peu. Si vous n'êtes pas patiente ou que vous n'avez pas quelque chose à faire entre-temps, en attendant que ceci sèche, vous pouvez toujours utiliser sèche-cheveux à la chaleur pas trop forte pour éviter de trop brûler entre guillemets votre papier. Vous n'allez pas avoir des flammes, ça va pas prendre feu, c'est pas ça, mais ça va donner une texture à votre papier un petit peu différente. Bon, sur ce, moi je vais patienter un petit peu et on se retrouve dès que ceci est sec. Vous, ça va prendre juste le temps d'un claquement de doigts. En avant. Voici, alors c'est sec au toucher, pas de souci. Ma feuille gondole un peu normal puisque, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le papier n'est pas encore sec à cœur du papier. Donc ça, c'est le deuxième temps de séchage. Et donc maintenant, je vais continuer à superposer mes teintes progressivement. Alors ici, par contre, je vais commencer à utiliser mon ocre. Et je vais superposer en un seul trait ma peinture. Je vais commencer progressivement également à travailler sur la tige. Donc pour ce faire, je vais prendre le vert pour commencer. Je le passe partout. Alors ici, juste pour le fun, je vais juste rajouter un petit tortillon comme ça. Je viens avec mon bleu que je n'ai pas mélangé sur ma palette et je viens superposer à mon vert. Voilà. Je vais attendre que ceci sèche avant d'intervenir avec un mélange donc de mon ocre ici avec un peu de bleu. On voit que ça me donne un vert, c'est normal, hein, on est dans quelque chose de jaunâtre, dans du bleu ça va donner une vert, mais ça va nous donner un vert différent avec lequel jouer un petit peu par transparence. Ce petit mélange que je viens d'obtenir avec mon ocre et mon ocre jaune donc et mon bleu de cobalt, je vais venir le poser un petit peu sur mon potiron. Mais vraiment de manière très légère. Vous voyez que ça va nous donner tout de suite un petit effet supplémentaire au point de vue du travail des ombres et des lumières.
et ça va nous donner un petit peu d'ombre. Et donc justement, l'ombre, c'est quelque chose d'important à placer pour avoir nos effets justement de modeler. Alors, si vous avez peur de placer votre ombre, c'est comme je le disais dans la vidéo concernant les valeurs de gris, d'où l'importance de travailler d'abord avec des valeurs de gris avant de travailler tout de suite trop vite avec la couleur, parce que les valeurs de gris vont vous permettre de comprendre comment placer les ombres et les lumières. Et donc, ce que je disais, c'était qu'il fallait toujours mieux commencer par quelque chose de clair pour pouvoir foncer progressivement. Parce que justement, si vous foncez trop vite après, ça devient compliqué de pouvoir éclaircir. Et ici, donc, je travaille vraiment humide sur humide. Donc, la première couche, c'était bien sûr du sec. Donc, humide sur sec, la première couche juste avant ce que je viens de faire là maintenant. Et puis après, ben forcément, quand vous avez posé de l'humide, vous allez avoir de l'humide en dessous. C'est normal. Alors après, vous allez pouvoir trouver sur Internet plein de façons de réaliser des potirons et des citrouilles. D'autant que c'est la saison, je pense que ça va fleurir un petit peu. Mais voilà, chaque artiste, chaque personne, chaque individu, chaque être humain aura sa perception, ses préférences. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'avec une base commune, notre sensibilité en tant qu'être humain va vraiment pouvoir agir et intervenir sur les résultats. Bon, quand moi j'aurai terminé, que ça sera dans un certain état, que ça me plaira, ben ce sera ma vision personnelle. Ce ne sera peut-être pas la vôtre, et tant mieux. On est là vraiment pour créer des choses différentes et pour justement montrer qu'avec notre sensibilité à chacun, au point de vue de la perception des couleurs, au point de vue de la perception des formes, on peut vraiment avoir tout un florilège de belles choses. Donc il n'y a pas de recette toute faite. Ôtez-vous cela de la tête. Les seules choses de base qui sont un peu plus sous forme de recettes, si je puis dire, que vous devez suivre, c'est si vous voulez rendre un côté réaliste à vos compositions. Là, il y aura des choses vraiment particulières à travailler. Donc moi, je ne suis pas dans le réaliste à 100%. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu un côté un petit peu illustration. On m'avait même dit tu devrais aller en illustration, mais je n'en ai fait qu'à ma tête, je n'ai pas écouté. Je suis allée vers l'enseignement. Est-ce que j'aurais dû aller vers l'illustration? Je ne sais pas trop parce que moi au moins j'ai choisi le métier d'enseignement directement. Je ne me suis pas rabattue sur le métier d'enseignante parce que je ne trouvais pas de débouché dans la voie artistique. Donc ça c'est une force que j'estime très importante. Et ça me permet justement d'avoir une capacité différente pour enseigner les choses sans avoir le jugement artistique que certains ou certaines puissent avoir. Et donc aussi un découragement de la part des élèves quand ils perçoivent des choses trop bien faites. Parfois ils se disent « Oh là, mais je vais jamais y arriver ». Or, ici, c'est vraiment pas le but. La perfection n'est pas visée. Il y a un côté aussi un peu d'amusement, un peu de ludique. Donc vous voyez que je parle, je blablate, mais tout en parlant, en blablatant, ce qui n'est pas un exercice simple pour moi, je vous le dis tout de suite. Mes élèves pourront, s'ils passent par ici, l'affirmer en commentaire. Alors, je vous invite, chers élèves, si vous passez un jour par ma chaîne, à faire un petit coucou, à mettre un petit commentaire, ça me fera toujours bien plaisir. À élèves actuels, anciens élèves, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc parler en dessinant ou en peignant, c'est vraiment pas mon truc. Et j'ai tendance à faire des bêtises. Donc maintenant, je vais m'arrêter pour ne pas en mettre de trop, mais pour avoir justement le temps, laisser le temps à ma composition qu'elle sèche. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir, voilà, placer un petit trait pour ma ligne d'horizon en diffusant un maximum la couleur, en l'atténuant. Voilà. Et voilà. Maintenant, le potiron doit sécher. La tige est déjà en passe de séchage. Donc, je vais revenir avec mon mélange de vert et de bleu pour venir créer les petits effets de tige, de matière sur la tige. Je vais en remettre dans le tortillon. Et je vais également commencer à en mettre un petit peu sur le potiron. Puisque si vous regardez, en règle générale, la tige, ça ne va pas s'arrêter juste au petit sourire qu'on a dessiné tantôt. Mais ça va se prolonger un petit peu sur le potiron. Et donc, je
le place. Alors, je ne les place pas n'importe comment, hein, ces petites prolongations. Elles suivent le dessin des tranches, des petits ronds qu'on a dessinés en premier tantôt. Et comme ça, j'ai quand même une base, même si c'est estompé. Et voilà. Alors, la phase suivante sera de venir rajouter des petites ombres à certains endroits sur ma tige. Je peux déjà en mettre un petit peu. Donc, pour ce faire, je vais aller rechercher mon ocre sur ma palette. Cet ocre, je vais le mélanger au mélange de vert et bleu que j'avais. Voilà. Donc là, j'arrive à la fin, donc je ne m'inquiète plus. Vous voyez que je mélange bien, je triture bien ma couleur et je viens en placer par superposition au-dessus. Hop. Et hop. Et voilà. Maintenant, on va attendre que ça sèche pour pouvoir faire les finitions au niveau du potiron. On se retrouve tout de suite. Voici donc, c'est sec. Bon, pas encore tout à fait, hein, ça gondole, mais ça, c'est rien. Et ici, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rechercher donc, dans mon pigment mon ocre jaune, mon orange et mon rouge. Et je vais obtenir cette espèce d'orange que j'avais déjà refait. Hop là, attendez, je vais recadrer parce que je m'aperçois que vous ne voyez pas ce qui se passe sur la palette. Et donc le mélange que je viens d'obtenir, je vais venir l'utiliser pour venir redessiner au pinceau les délimitations des tranches du potiron. Et c'est à partir de maintenant que je vais donc placer parfois des couleurs pures par-dessus afin d'obtenir un effet différent, un peu plus vibrant. Et ensuite, j'essuie le maximum d'eau pour ne pas en avoir de trop et je viens un petit peu étaler, mais pas tout, juste un peu, parce que le dessin de la courbe de la tranche du potiron doit rester visible. Ça, cette étape-ci, vous allez pouvoir la faire à plusieurs reprises pour pouvoir accentuer à souhait, en fonction de vos attentes, de votre envie, le contour des tranches du potiron. Voilà. Oups. Si l'aquarelle se diffuse un peu, c'est pas grave. Laissez-la couler, laissez-la jouer. Maintenant, si c'est vraiment pas ce que vous voulez obtenir comme résultat, eh ben, vous la stoppez, il n'y a pas de souci. Hop. J'avais un peu avec mon pigment pur de rouge parce que j'aime bien mettre un peu plus de rouge pour accentuer l'ombre. Voilà. Alors ici, on commence à voir les courbes dans l'autre sens. Hop. Voilà. J'essuie au maximum mon pinceau. Je vais chercher mon mélange et je continue. Je reprends mon rouge. Ici, j'ai envie de remonter un petit peu plus, de masquer ce petit éclat blanc, mais qui restera quand même clair, puisque vous allez voir, hop là, on étale, mais ce qui est en dessous a un rôle. Donc, on voit toujours que la zone est un peu plus claire, ce qui n'est pas dérangeant. Je retourne, hop, pour ma tranche suivante, on va dire ça comme ça, la tranche suivante du potiron. Un petit peu d'eau, mais pas trop, juste pour dire voilà, d'atténuer. Je vais prendre aussi pour venir tracer cette tranche-ci qui est une des dernières que l'on voit pour la hauteur. Je vais dire ça ainsi. Voilà.
Par contre, là, j'ai envie de mettre un petit peu plus en arrière-plan le foncé. Voilà, j'atténue. Je refais mon mélange parce que vous ne me voyez peut-être pas sur la palette, mais je n'ai plus ce qu'il faut. Donc, hop, voilà. Et je viens faire ici le fond en mettant à ce moment-ci plus de foncé puisqu'on est à l'arrière-plan. Voilà. Et je recommence un petit peu plus. En mettant de ce fait-ci moins de rangée, moins d'ocre, mais un petit peu plus de rouge. Voilà. Et vous voyez, progressivement, ce potiron, il prend vie, il prend forme. Parce qu'il prend du volume. Encore un petit peu ici. Doucement. Voilà. Voilà. Alors, je pense que c'est pas mal. Je suis pas trop insatisfaite pour le moment. Je vais travailler un petit peu au niveau de la tige. Donc, pour ce faire, je reprends un peu de mon bleu, de mon vert et j'y rajoute un petit peu du mélange. Voilà. Du mélange orangé que j'ai utilisé pour foncer le potiron. Ce qui va me permettre de venir faire rappeler les teintes qui sont ici dans la tige, même si on ne les voit pas exactement. Mais ça va surtout me permettre de travailler un petit peu plus les ombres. Maintenant, je vais attendre que la tige sèche parce que j'aimerais bien la retravailler par-dessus. Et ça, pour retravailler par-dessus, vraiment que ce soit sec pour donner ces petits effets un petit peu de rainure à la tige. J'ai décidé d'utiliser un petit peu ici mon noir de fumée. C'est une aquarelle artisanale, ceci, de la créatrice d'aquarelle Isaro, créatrice de peinture aquarelle belge. C'est la seule peinture que j'ai actuellement de la gamme d'Isaro. À l'avenir, j'aimerais en avoir d'autres parce que franchement, c'est une aquarelle qui vous permet en réalité d'avoir un trait beaucoup plus fin, tip top pour venir dessiner les éléments par-dessus. Donc ici, j'ai voulu aller trop vite. Ma base en dessous n'était pas encore assez sèche. Donc je vais réattendre parce que sinon, mon trait de dessin, si je puis dire aquarelle, ne sera pas bien. Alors maintenant que l'ensemble est bien sec, cette fois-ci, je vais pouvoir venir travailler les détails de la tige avec tout simplement un trait plus dessiné. Donc je fais un petit mélange. Je vais rechercher mon noir de fumée de chez Isaro qui va me permettre d'avoir quelque chose de plus dans le dessin. Vous voyez que j'ai un trait qui est plus facile. C'est plus facile à venir dessiner avec l'aquarelle qu'avec les autres. Donc, pour un résultat de trait, de dessin fin à l'aquarelle, je vous recommande les Isaro. En sachant qu'en plus, dans ce mélange, vous avez le pigment, le liant classique aquarelle, une recette donc vraiment secrète puisque c'est artisanal, mais il y a du miel. Et donc le miel va vous donner cette possibilité d'être plus fin lorsque vous voulez réaliser un trait plus dessiné à l'aquarelle. Voilà, alors ici c'est sec, vous avez quelque chose de très diffus, comme j'ai travaillé avec beaucoup d'eau et que j'ai superposé couche après couche, humide sur humide. Mais maintenant, je voudrais bien réintensifier un petit peu tout ça, c'est-à-dire à ces niveaux-ci. Alors, c'est déjà bien en voie de séchage, c'est pas sec à 100%, mais c'est déjà bien sec.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller rechercher les couleurs que j'ai utilisées. Donc comme j'en ai plus beaucoup sur ma palette, je vais en chercher dans mes différents pots en pigments. Ici, je fais un mélange entre mon orange, mon carmin et mon ocre. Et regardez ce bel orangé rouge ocre qu'on obtient. Et je vais venir ici travailler la précision des tranches. Voilà. Et c'est ici qu'il faut se dire, bon, on y va mollo, on y va doucement, pas trop d'eau, pas de pigment, pas trop d'eau sur mon pinceau quand je viens étirer ici le pigment, parce qu'on est vraiment dans les finitions, donc on doit avoir, ça doit être noté, donc on doit voir ce qui se passe en dessous, mais on doit aussi pouvoir voir justement cette dernière couche que l'on vient mettre. Donc là, je vais réintensifier. C'est un petit peu l'étape que je préfère, c'est parce que c'est l'étape où on voit vraiment le modelé qui va venir être intensifié et toutes les zones, toutes les courbes, tous les volumes qui vont donc justement s'installer. Et ça, moi, c'est ce que je préfère. Alors, j'aime bien aussi travailler avec les pigments purs que je viens replacer par-dessus pour réintensifier. Mais le fait qu'il y a une teinte en dessous, mon pigment, même s'il est pur, va se mélanger puisque justement la couche que je viens de poser n'est pas encore sèche. Et donc c'est ça moi que j'aime bien, c'est ces petits effets là. Voilà. Donc j'essuie pour ne plus avoir vraiment quasi plus d'eau dans la réserve des poils du pinceau. Hop. Voilà. Je viens réintensifier avec mon rouge. Et voilà. Je pourrais également réintensifier la tige. Bon, allez. Je réintensifie un petit peu la tige. Voilà. Et c'est tout. Ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus de la peinture que du dessin vraiment, puisqu'il n'y a pas un dessin qui a été tracé avant. Tout a été peint, tout a été placé avec le pinceau. Donc c'est vraiment quelque chose qui laisse place un petit peu justement au lâcher-prise, à l'improvisation et au pouvoir de l'aquarelle, puisque vous n'allez pas la maîtriser à 100%. Si je refais ce même potiron là maintenant tout de suite en reprenant les mêmes pigments de base, je n'aurai pas le même résultat à 100%, parce que peut-être que je vais mettre un petit peu plus d'un pigment que de l'autre, peut-être que je vais mettre un petit peu plus ou un petit peu moins d'eau, et donc vous allez avoir toutes des déclinaisons possibles. Maintenant, si vous voulez à chaque fois avoir le même résultat, là, à ce moment-là, vous devez commencer à calculer. Voilà, j'ai mis autant de mon jaune cadmium, je reprends mon échantillon, j'ai mis autant de jaune cadmium avec autant d'ocre et peut-être autant d'orange cadmium pour mon mélange, pour obtenir, tac, vous faites votre petit mélange, votre petit résultat sur votre feuille. Moi, c'est pas le but, c'est pas ce que j'aime dans l'aquarelle, c'est justement de pouvoir improviser autour de ces résultats qu'on obtient. Je trouve que c'est justement un pouvoir un peu magique de l'aquarelle. Et maintenant, à vous de faire vos essais, à vous de voir ce qui vous plaît moins. Donc ça, vous trouverez au fur et à mesure. Mais en attendant, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous avez donc eu le détail en début de vidéo de comment réaliser le dessin. Puis on a réalisé ensemble le gros potiron que je vais aller rechercher d'ici quelques instants. Et puis on a donc travaillé étape par étape, quelque chose de bien structuré. Et puis on a travaillé un petit peu plus le lâcher prise, toujours autour du même modèle. Et on a vu qu'on peut obtenir différents résultats. Voici le livre dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Donc quand vous voulez réaliser des mélanges avec une grande précision au point de vue de vos médiums. Donc ici c'est un livre qui présente 1500 recettes de mélange comme vous le voyez. Je vous mettrai les références complètes en barre de description. Il est utilisé aussi bien pour l'huile, l'acrylique et l'aquarelle. C'est un livre qui est très pratique parce que vous allez vraiment avoir plein d'indications pour réaliser aussi bien vos mélanges à l'huile qu'à l'acrylique et à l'aquarelle, avec les particularités des noms liés à ces différents médiums. Si je commence par le début du bouquin, voilà, on vous explique comment l'utiliser. On vous explique également
comment utiliser la grille, puisque en fin de livre, vous allez trouver ici sur une page celluloïde, comme ceci, un peu de rhodoïde, la grille pour pouvoir faire vos parts de mélange. Donc c'est ce que je vous expliquais. Vous mettez, pour obtenir votre couleur, X parts d'ocre, X parts de cadmium jaune, X parts d'orange, et ainsi de suite, pour obtenir la couleur finale. Vous avez ainsi votre recette personnelle, si toutes les recettes qu'il y a ici ne vous suffisent pas. On vous explique donc comment utiliser la grille. On vous refait un petit topo. Je vais dézoomer un petit peu si je parviens. Voilà. On vous fait un petit topo sur tout ce qui concerne le cercle chromatique avec justement la particularité des mélanges donc, pigmentaires. Voilà. On vous explique l'importance de l'utilisation des couleurs en fonction de la psychologie des couleurs. Et ensuite, on passe aux recettes de mélange pour l'huile et pour l'acrylique. On vous explique ici toutes les couleurs, donc les pigments. On vous liste les pigments, les couleurs de base utilisées pour la réalisation des différents mélanges. Donc, ça va consister à avoir en tête de page les couleurs utilisées. On vous donne donc le nom. Vous devez avoir ces pigments-là, ces couleurs en tube ou autres. Donc ici, c'est l'acrylique et l'huile, donc vous aurez d'office des tubes pour pouvoir réaliser ces différents mélanges. Donc si je prends par exemple ce mélange-ci, le 8, je dois mettre 5 doses de blanc pour une de jaune de cadmium moyenne. Ça veut dire que je vais avoir 5 parts de blanc et une part de cadmium moyen. En mélangeant, vous allez obtenir ceci. Et vous avez ça pour toute une kyrielle de couleurs. Donc, c'est vraiment super intéressant. Surtout quand vous voulez aller dans la recherche colorée pour rendre quelque chose du plus réaliste possible quand vous avez un modèle. Je ne vais pas vous passer toutes les feuilles de recettes parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de vous montrer qu'on a aussi ça pour l'aquarelle. Il faut juste que... voilà. Recette de mélange pour l'aquarelle. Donc, ici, vous avez toute la liste des pigments aquarelles de départ utilisés avec pour le même principe. Je vais prendre une autre couleur. On va prendre du vert par exemple. Donc, jaune de cadmium clair, jaune citron et bleu phthalocyanine pour pouvoir réaliser ces différents mélanges. On vous indique ici à la différence 80% de jaune citron, 15% de jaune cadmium clair, 5% de bleu phthalocyanine avec le niveau de dilution. Donc le niveau de dilution, c'est la quantité d'eau que vous allez donner. Et ensuite, là, vous voyez, donc là, vous avez le résultat du mélange. Et puis juste en dessous, vous avez donc vos 80% de citron, vos 15% de jaune cadmium clair et 5% de bleu phthalocyanine. Donc c'est pour ça que je vous disais que l'importance des pigments utilisés au départ va vraiment vous donner des résultats différents. Donc ça c'est pour tout ce qui concerne le médium aquarelle. Donc vous voyez, vous avez vraiment toute une série. Ensuite, on vous explique également, tant que ici je vous montre un petit peu le bouquin, recette de mélange pour les portraits. Et là, vous allez avoir toute une série d'éléments du visage avec la particularité des carnations à l'aquarelle. Et vous avez donc à chaque fois la recette de base pour obtenir ceci. Donc c'est ocre jaune plus rouge de cadmium clair avec l'éclaircie du blanc, avec du blanc plus du vert émeraude et ainsi de suite. Et là, vous avez vraiment toutes les carnations. Donc si vous aimez faire des portraits, ça c'est tip top parce que vous n'allez pas devoir vous casser la tête en mélangeant plein de trucs différents et puis plus savoir quoi. Ce genre de bouquin va vraiment vous aider. Et on vous explique aussi donc la façon de constituer votre palette pour mélanger. Et ici, vous avez quelque chose de vraiment très chouette. Vous avez d'un côté les valeurs, donc le tonal, toutes les valeurs de gris. Donc je vous conseille, encore une fois, vous voyez que je vous donne des bonnes astuces. Je vous conseille d'aller visionner ma vidéo sur les valeurs de gris pour pouvoir un petit peu mieux comprendre ceci. Donc en gros, vous avez l'échelle de valeurs de gris, du plus clair au plus foncé, le travail de la sphère avec le modelé, ce qu'on a fait avec les crayons, et le remplissage d'un carreau avec les fondus. Ici, c'est appliqué avec de la peinture, mais le concept du clair au foncé avec les valeurs de gris est identique. Et juste en vis-à-vis, ce qui est vraiment génial, c'est que vous avez la transposition, mais avec les couleurs. Et de ce fait-là, vous avez, donc pour chaque valeur de gris, vous avez la valeur tonale en couleur et les mêmes exercices en vis-à-vis. Donc ça, je trouve que c'est vraiment super. Donc vous pouvez constater qu'une fois qu'on a bien compris le système avec les valeurs de gris pour poser les lumières et les ombres, il suffit d'appliquer le même concept avec la couleur.
Et vous avez donc ça pour toute une... Voilà, j'avais même un petit papier que j'avais utilisé. Vous avez la même chose pour la bouche, pour les oreilles, pour le nez, mais là uniquement avec les couleurs. Je vais passer un petit peu plus loin, parce que ça, je trouvais que c'était vraiment sympa. Voilà. Vous avez également, pour réaliser la peinture de tout ce qui concerne les yeux, avec des mélanges divers, pour avoir vos idées. Vous avez également pour les cheveux, voilà, tout ce qui concerne donc le portrait. Après, vous avez la même chose pour le paysage. Et oui, donc on vous parle de ce que c'est qu'un paysage, l'importance des couleurs. Et puis progressivement, on va aussi vous parler de la perspective aérienne, donc le fait de d'avoir du clair devant, du foncé à l'arrière-plan et toutes ces choses qui interviennent donc dans la perception de l'œuvre au final. Et puis après, on vous indique donc encore une fois plein de recettes pour réaliser ces différentes choses. Et vous avez encore normalement par rapport à ça une sous-catégorie. Voilà, donc vous avez tous les paysages ici. Donc, il n'y a pas eu de sous-catégorie, excusez-moi, je me trompe. Vous avez par contre après l'index des couleurs. Donc toutes les couleurs imaginables que vous pouvez avoir, vous avez de quoi le trouver. Alors par exemple, je vois lapin 337, c'est pas le numéro de page, mais c'est le numéro de la couleur de la recette. Donc pour avoir la couleur dite lapin, numéroté 337, vous devez avoir 4 doses de gris pour un vermillon. Et alors on vous indique ici donc, que ces recettes sont composées uniquement en huile et acrylique sont en gras. Donc ça veut dire que ma couleur lapin, ça, ce mélange-là peut s'appliquer aussi bien pour l'huile, l'acrylique et l'aquarelle. Donc vous avez ainsi les explications. Et donc quand vous avez passé tout le nom des couleurs, vous avez une petite page de notes, c'est toujours assez sympa. Un récapitulatif des pigments par type de médium, donc l'huile, acrylique, avec ce qu'on appelle le mélange équivalent. Donc parfois pour obtenir certaines choses, vous pouvez avoir une équivalence. Et ensuite donc une note sur l'auteur. Voilà, Monsieur William F. Powell. Et puis finalement la dernière page qui est donc les deux dernières pages, pardon. Hop, voilà, la grille de mélange pour l'aquarelle et la grille de mélange pour l'huile et l'acrylique. Donc c'est vrai que tantôt je vous ai montré ceci, mais vous avez une grille dédiée à l'aquarelle. Le fait que ce soit en rhodoïde vous permet, surtout avec l'aquarelle, de pouvoir travailler directement dessus. Donc moi je suis pas une adepte de travailler sur les pages des livres. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de photocopier ceci sur une feuille de papier machine, de vous munir d'une feuille de rhodoïde qui viendra par-dessus, comme ça ce qui est imprimé sur votre feuille de papier machine photocopié sera imprimé sur la feuille et vous aurez juste vos mélanges sur votre palette en rhodoïde. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Moi à l'époque je l'ai acheté à 25 €. Je l'avais acheté chez Schlepper, ce bouquin-là. Et ça fait des années que je l'ai utilisé. Mon papa qui fait du modélisme l'a également utilisé pour avoir certains repères de mélange. Donc c'est vraiment un livre caméléon qui va vous apporter plein de ressources au point de vue des recettes des mélanges de couleurs. Si vous vous intéressez à la couleur, à comment obtenir telle ou telle couleur, avec quel pigment, ainsi de suite, je vous le conseille vivement. Ça ne fera jamais qu'embellir votre bibliothèque, mais aussi ça enrichissera effectivement vos connaissances au sujet. Sur ce, on reparle de nos petits ronds. Et voici donc l'ensemble des étapes que nous avons réalisées ensemble. Donc comme je vous le disais, nous avons l'échantillonnage avec les couleurs, des pigments purs. Nous avons ensuite le potiron qui a été réalisé avec un dessin, donc un travail du trait au préalable, puis la pose couche après couche de manière à superposer ces différentes teintes sur le potiron pour réaliser la mise en couleur et donc l'effet de modelé. Et ensuite le dernier, le petit potiron réalisé vraiment au pinceau directement. Donc vous voyez que à partir de l'échantillon, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, on avait vraiment des pigments purs, donc des couleurs qui sont pures, il n'y a pas d'autres mots, voilà, telles qu'elles sont extraites du godet ou du tube d'aquarelle. Et lorsque l'on vient réaliser ce travail de superposition, vous obtenez donc toutes ces richesses colorées que vous pouvez trouver aussi bien dans le potiron réalisé avec une mise en peinture après un trait au dessin pour esquisser les formes,
qu'avec le potiron qui a été réalisé directement au trait de pinceau, sans trait de crayon préalable. Donc vous voyez qu'il y a vraiment cette importance de superposition lorsque vous travaillez à l'aquarelle. Donc certes, vous pouvez mélanger dans vos palettes, ça n'est pas un souci, et puis poser vos couleurs sur vos supports, mais vous pouvez aussi, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, poser vos couleurs les unes après les autres sans les mélanger dans un premier temps, et en les superposant, obtenir justement ces jolis petits effets, et donc toute cette richesse colorée que vous voyez ici à l'écran. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu apprendre de nouvelles astuces, de nouvelles techniques. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir. Également, n'hésitez pas à vous abonner puisqu'il y aura encore des mises à jour au fil des mois et ainsi de suite. Donc, je ne poste pas des vidéos toutes les semaines, c'est impossible pour moi étant donné mon travail d'enseignante, mais j'essaye vraiment de vous poster des petites vidéos sporadiquement de manière à ce que vous puissiez avoir quand même du contenu nouveau. Ce contenu étant toujours souvent, pas toujours, mais souvent en parallèle avec ce que je fais dans mes classes. Donc n'hésitez pas non plus si vous avez des questions, si vous avez des envies d'aborder certains sujets, certaines techniques ou autres, de me poser de me poster un commentaire, de me poser votre question, vos suggestions et ainsi de suite. Toujours dans la bienveillance, bien entendu. Et abonnez-vous, je le répète, parce que ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. Quand je vois le nombre d'abonnés que j'ai actuellement, je suis vraiment très contente. J'en profite également pour vous dire qu'il se peut qu'il y ait des spots publicitaires qui se soient intercalés dans les vidéos lorsque vous les lisez, parce qu'apparemment j'ai atteint un certain nombre de lectures qui fait que YouTube insère des publicités automatiquement. Donc il se pourrait que dans les vidéos à venir, dans les semaines, dans les mois prochains, suivant le post de cette vidéo, lorsqu'elle aura été montée et lorsqu'elle sera postée sur YouTube, il se peut que je passe dans le système de vidéo dite sponsorisée pour que la chaîne soit un petit peu plus mise en avant. La seule chose qui risque de changer, c'est que vous risquez d'avoir des publicités. Donc, comme YouTube en met déjà dans la vidéo, je me dis, bah, autant un petit peu faire de la promotion pour ma chaîne, de la mettre en avant, quitte à ce que YouTube en mette des pubs, autant que la chaîne soit promue d'un autre côté. Donc, j'espère vraiment que cela ne vous posera pas trop de soucis. En attendant, sachez que le contenu des vidéos, les sujets et ainsi de suite, je vais continuer dans ma lancée. Il n'y a aucune raison que ça change. J'espère que vous aurez donc apprécié cette vidéo, qu'elle vous aura permis d'ouvrir un petit peu vos horizons par rapport à l'aquarelle, la manière de l'utiliser, mais aussi que vous aurez pu comprendre que l'aquarelle, c'est aussi un médium de lâcher prise, de laisser aller, et surtout qu'il y a toujours un côté humain très important lorsque vous réalisez vos dessins et vos peintures. Il ne s'agit pas de faire des photos, de les imprimer, d'en faire des photocopies et autres en utilisant des moyens plus robotisés, mais bien de faire en sorte que vos mains travaillent, que vous puissiez ainsi créer plein de jolies choses. Je vous souhaite de vous porter au mieux, de bien vous amuser. Si vous testez les exercices ici, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir. Et aussi, je vous dis à la prochaine avec un bye bye!